Allez, c'est parti. Eh ben, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier webinaire d'une grande série du coup qu'on lance par rapport à ce confinement et du coup pour pouvoir vous faire des conférences qu'on peut faire habituellement dans des salons et qu'on va du coup animer par le biais de différents webinaires. Donc on a 7 webinaires devant nous avec le premier du coup ce matin. L'idée du jour, c'est de travailler ensemble du coup, sur les axes stratégiques d'une refonte et surtout la définition d'objectifs. Donc, ce webinaire va être co-animé du coup par Élise et moi. On va s'inscrire à peu près dans 20 minutes de présentation. Et ensuite, du coup, je réactiverai les micros, les caméras, etc., tout le monde pour qu'on puisse après dialoguer, échanger ensemble sur vos différentes questions. Alors, je vais partager mon écran. Si on y arrive, tac. Boum. Est-ce que tout le monde voit? Si on peut utiliser le petit chat, et Elise, tu me confirmes si tout le monde voit bien, si tout le monde m'entend bien. C'est bon. Parfait? Allez, on attaque. Du coup, Dedi. Alors, Dedi, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes du coup une agence digitale spécialisée en e-business, située à Lyon et Paris. Nous, on propose d'accompagner nos clients dans un partenariat sur le long terme. On inscrit les différents projets stratégiques, projets digitaux dans des roadmaps annuels dans lesquels on va pouvoir piloter toute la chaîne de valeur, que ce soit la stratégie, la production et l'animation, comme un véritable du coup service digital externalisé où on va intervenir du coup pour développer le business de nos clients. Notre mission, c'est de permettre à chaque marque de déterminer sa place digitale en bonne intelligence. La bonne intelligence, c'est la bonne intelligence par rapport à la stratégie de l'entreprise au global. Ne pas faire aller le digital plus ou moins vite par rapport à la stratégie globale. Rapidement, quelques chiffres. Du coup, ça fait 15 ans qu'on exerce ce métier. On est 30 collaborateurs situés à Lyon. Malgré le télétravail, du coup, on est tous un petit peu répartis à différents endroits. Et on a à peu près 250 sites à notre actif et un fichier client de 180 clients actifs à date. Donc le sujet du jour, comme je vous le disais, c'est la refonte. Donc cette thématique de refonte va être éclatée en 7 webinaires. Le point final d'une refonte e-commerce, généralement, du coup, c'est le relooking, parce qu'on a une obsolescence, entre guillemets, de mode visuel. Mais au fond, ce qu'on souhaite tous, c'est plus de trafic, plus de conversion, plus de clients et plus de fidélité. Pourquoi refondre? On a différentes thématiques qui viennent à nous. Ça peut être une plateforme technique qui est devenue obsolète et en plus en ce moment avec la fin de Magento 1, et du coup c'est vrai que mine de rien on a pas mal d'e-commerçants qui se posent des questions. On peut avoir des problématiques de relooking qui sont trop importants, notamment du coup avec le mobile, où on a des vieux sites entre guillemets avec les premières versions de responsive qui sont devenus obsolètes et donc du coup le relooking devient trop important. Il peut y avoir aussi un phénomène de relation épuisée avec son agence, par manque de conseils, manque de réactivité, différentes choses, donc il peut y avoir une relation qui est usée. Ou alors aussi on peut s'inscrire dans une restructuration globale du système d'information. Donc tout ça, ça peut être du coup des besoins exprimés. Mais ce qu'il va falloir travailler surtout, et donc le sujet de ce webinaire, c'est quels sont les objectifs derrière ça. Parce que donc le contexte, globalement, on le sait tous, l'e-commerce est toujours en croissance. On enregistre, ça c'est le chiffre de la FEVAD, on enregistre 13% de transactions en euros, une croissance de 13% en B2C, une croissance de 50% en B2B, avec évidemment plus d'acheteurs, plus de concurrence et beaucoup plus de leviers web marketing à manager au quotidien. Donc, dans ce contexte qu'il va falloir analyser pour chaque business, pour votre business, il va falloir se définir des objectifs pour pouvoir aligner un projet en face. Et ces objectifs, ils peuvent être multiples, mais il va falloir vraiment les identifier de manière smart. Donc, est-ce que c'est une croissance de chiffre d'affaires? Et donc, quel est l'objectif que je veux atteindre? Est-ce que c'est plutôt restructurer mes outils pour gagner du temps au quotidien et donc favoriser une montée de volume? Est-ce que je suis plutôt dans une stratégie de développer mon offre et donc d'élargir ma gamme? Est-ce que finalement je ne suis pas en train de faire évoluer ma cible, de glisser sur un autre terrain de jeu? Et sinon, est-ce que j'ai tout simplement, par rapport à ce contexte, une pression concurrentielle qui devient de plus en plus forte et sur laquelle je dois me réaligner? Donc le challenge, c'est comment définir clairement son axe stratégique
pour se lancer dans un dispositif durable. Encore une fois, une stratégie, c'est pas quelque chose qu'on va changer tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Il va falloir se projeter et réfléchir à un axe durable. Notre méthodologie, donc là on va être vraiment à la première étape aujourd'hui. Notre méthodologie qu'on va vous dérouler dans les différents webinaires, ça va être effectivement une méthode en 3 grandes étapes, on va dire. Une première étape, on va définir la stratégie digitale en fonction des enjeux, des besoins de vos utilisateurs. Il faudra vraiment aligner les deux choses. L'étape 2, c'est le déploiement, donc le dispositif selon la stratégie co-conçue, donc avec des méthodes d'UX et des méthodes d'intelligence collective. Et le 3, c'est justement le renfort, aller plus loin, travailler sur le long terme et de ne pas devenir obsolète sur le long terme. Donc, c'est tout le plan de déploiement et d'accompagnement qu'il faut réfléchir ensemble. Donc, pour imager tout ça et bien comprendre du coup la démarche UX et l'iceberg que ça représente, grosso modo, un projet démarre toujours par un kick-off dans lequel on doit évidemment bien exprimer ses objectifs. La première phase ensuite, ça va être la phase exploratoire. C'est celle qu'on va détailler aujourd'hui. L'idée, c'est justement d'explorer votre business au regard de vos objectifs, que ce soit les concurrents, que ce soit vos clients, que ce soit le dispositif qui est à date en ligne aujourd'hui. Ensuite, il y aura de l'analyse, de la conception, du prototypage, de la structuration et enfin la cerise sur le gâteau, la production du projet. Donc, on va attaquer, Élise, si tu le veux bien, la phase exploratoire. Comment on explore du coup le business pour définir nos objectifs? Oui, bien sûr, Florian. Alors, du coup, juste pour replacer l'UX dans son contexte, face à tous vos objectifs personnels qui sont relatifs, on l'a vu, à votre activité commerciale, il va falloir faire des choix pour pouvoir attaquer de façon stratégique la refonte de votre site web. Les grandes tendances déjà sur 2019 et sur 2020, c'est de s'appuyer sur toute l'expérience client qu'on a déjà pour pouvoir orienter la refonte de son site. On l'a vu sur des grandes marques déjà offline, hein, même Nespresso, Apple, etc., pour ne pas les citer. Mais du coup, parfois, l'expérience client, elle prévaut vraiment par rapport à d'autres facteurs qui peuvent être le prix, la qualité du produit ou autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur le web, on se rend compte, comme sur des grands commerçants offline, hein, mais qu'elle est vraiment importante et qu'elle prévaut même sur la démarche d'achat du client pour plein de raisons, à la fois conscientes et inconscientes. Du coup, l'idée de s'appuyer vraiment sur toute cette démarche, sur cette démarche orientée expérience client, c'est vraiment de trouver un axe de développement commercial qui s'appuie sur des données factuelles et qui s'appuie vraiment sur les besoins réels de vos clients par rapport à votre site web. Pour ça, on a déjà formulé une méthodologie qui s'appuie sur différents outils. On a d'une part l'audit analytique qui consiste à s'appuyer sur différentes typologies d'audit. Alors d'une part, une analyse plutôt centrée Google Analytics de votre site web pour identifier les parcours clients, les comportements de votre client sur votre site et surtout au sein de ces parcours et de ces différents comportements, les points de fuite ou alors les points forts de votre site qu'on va pouvoir déceler à travers toutes les statistiques qu'on va pouvoir recueillir. Ça pourrait être aussi bien l'analyse analytics vis-à-vis de certains leviers, vis-à-vis de certaines typologies de contenu ou vis-à-vis de certains profils clients, nouveaux, anciens, récurrents. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va trouver dans Google Analytics. Suivant l'activité que vous avez déjà sur votre site, il va falloir les confronter vraiment aux leviers que vous travaillez pour évaluer un petit peu leur rentabilité et leur importance actuelle dans l'activité commerciale de votre site. Ce qui va nous permettre après, dans la refonte, de distinguer est-ce qu'il faut optimiser le site encore plus qui corresponde à vos annonces AdWords et qui puissent s'intégrer totalement dans votre démarche commerciale. Est-ce qu'il faut travailler le SEO? Tout ça, c'est des choses, toute cette partie audit va vous aider vraiment à identifier les points de blocage et de performance finalement de l'ensemble de votre trafic dans le tunnel de conversion. Ensuite, on va passer à une deuxième étape. Donc là, on aura été vraiment focus sur vous, sur vos statistiques, pour avoir une vision objective et à date de la performance de votre site. Ensuite, on va plutôt ouvrir nos chakras, comme on aime le dire, et on va aller regarder plutôt le marché. Sur le marché, on va déjà faire une étude des tendances. On va essayer de repérer un petit peu quelles sont les demandes de façon générale de la clientèle sur votre secteur. Donc là, ça passe par une première analyse d'études concurrentielles, d'études
d'études complètes sur les tendances d'achat sur votre secteur. Ensuite, on va plutôt se pencher sur le benchmark. Et là, on va analyser la concurrence. Donc, votre concurrence directe, votre concurrence sectorielle et aussi des concurrents bien plus larges, mais qui vont venir nous nourrir. Quand je dis bien plus large, on va peut-être juste s'appuyer sur quelques parties de votre offre. C'est-à-dire quelles sont les bonnes pratiques ou les pratiques en place chez des concurrents qui ont le même business model que vous. Quelles sont les pratiques chez des concurrents qui ont des systèmes logistiques qui s'adaptent, qui s'approchent des vôtres, ou des mises en du fonctionnement, on va dire, tarifaire qui s'approchent des vôtres. Si votre site fonctionne en enchère, pourquoi pas aller les regarder. Si votre site fonctionne en dropshipping, voir comment s'adaptent vos concurrents. Et tout ça, en fait, ça va venir nous nourrir pour avoir à la fois une vision, comme on l'a vu avec l'audit, centrée sur vous, et puis une première ouverture sur le marché pour voir un peu les bonnes et les mauvaises pratiques. Une fois qu'on a fait ça, on va vraiment passer à l'analyse de votre site avec une partie audit ergonomique et une autre partie enquête client. Ce qu'on va chercher ici, c'est vraiment quelle est l'expérience que vivent vos clients sur votre site. Et ces deux outils-là, ils sont vraiment centrés sur cet objectif. L'audit ergonomique, il va être fait d'une première partie, comme on l'a vu avec l'audit analytique, objectif, où on va passer tous les gabarits de vos pages avec notre filtre d'ergonome et de chefs de projet fonctionnel, par exemple, qui vont analyser déjà une première fois votre site. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une carte de chaleur. Les cartes de chaleur sont très utiles pour visualiser en fait les zones de clic, les zones de scroll. Alors le scroll, c'est quand la personne fait dérouler la page. Et du coup, on voit qu'on a des rapports en fait qui sont générés sur toute une période qui permettent de visualiser la façon dont les clients parcourent votre site. C'est assez facile à mettre en place, il suffit de poser un tag et derrière, nous, ça nous permet vraiment d'avoir des données sur la façon dont vos clients visualisent vos pages en fonction de des campagnes, enfin de leur provenance, donc campagne AdWords, SEO ou trafic direct, en fonction de leur device, mobile ou desktop, ils peuvent avoir deux comportements différents. Voilà, il y a plein de facteurs qui viennent nourrir ces termes de chaleur et ça nous donne déjà un premier aperçu de leur lecture du site. Ensuite, on confronte ça à ce qu'on appelle les enquêtes clients ou des questionnaires. Ça peut être fait soit sur un petit panel de clients qu'on va aller interviewer, et ça se pratique notamment beaucoup en B2B, ou sur des problématiques de SAV, donc des sujets assez précis, et puis plus largement des envois de questionnaires de quelques questions qui vont nous permettre de questionner un panel plus large, donc une étude plutôt quantitative de clients, et qui vont nous permettre de recueillir un petit peu leur retour vis-à-vis de leur acte d'achat ou de leur acte de non-achat, parce qu'on est capable de les classer entre clients, prospects, etc., lors du questionnaire. Et tout ça, en fait, ça va nous aider à récolter, face aux données marché, face aux données statistiques qu'on aura, d'aller chercher les réponses, en fait, directement chez vos clients et dans leur comportement sur le site. Voilà là-dessus. Complètement. Et donc, du coup, l'objectif de ces quatre outils, c'est vraiment, comme l'a dit Élise, d'avoir une vision factuelle, quoi. Ça permettra de mettre en lumière à la fois les performances ou non du dispositif existant, et puis de se frotter en fait à la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte, ou de tous les acteurs qui ont une certaine part de voix sur les carrefours d'audience que vous essayez d'attaquer. Et en gros, l'idée de ça, de cette étape, parce qu'un projet de refonte, c'est pas un projet qui dure un mois, quoi, c'est un projet qui prend assez de temps. L'idée, du coup, de cette phase exploratoire, c'est aussi de dresser des axes stratégiques, évidemment, pour la refonte, mais c'est aussi de, pourquoi pas, trouver des quick wins pour le site existant. L'idée, c'est de ne pas attendre que le futur site soit là pour corriger, entre guillemets, tous les mots que vous avez sur votre business, mais c'est aussi d'en profiter pour tout de suite réagir potentiellement sur le dispositif existant. Rapidement, là, du coup, parce qu'on est déjà quasiment 20 minutes, quelques slides pour imager un petit peu les différents types de rendus que ça peut donner dans les livrables. Elie, je te laisse commenter ou tu veux que j'aille? Non, c'est bon. On a d'une part toute la partie donc analytics. Le tableau qu'on a, c'est un bilan e-commerce, donc c'était plutôt un bilan sur l'activité du e-commerçant, toujours une analyse année par rapport à l'année précédente.
qui nous permet déjà d'avoir une grande vue sur les gros KPI d'activité commerciale du client. Après, on a une partie plutôt donc, issue d'analytics qui nous permet de tracer les grands flux des clients sur le site à travers les différentes pages et les points où on perd justement une partie de notre clientèle qui sont en rouge là dans le fameux schéma croisé. Je rebondis là du coup, je rebondis sur le bilan e-commerce. C'est hyper important comme ça de se focus et de mettre en place sur une seule slide les KPI majeurs de votre activité. Ça c'est capital, notamment dans un projet de refonte pour ensuite challenger du coup ces fameux KPI avec le nouveau dispositif et la nouvelle stratégie. Si on n'arrive pas comme ça à mettre en place un bilan très simple, synthétique de mon activité e-commerce, j'ai de fortes chances que mon projet soit potentiellement déceptif ou soit difficilement mesurable si je ne compare pas des KPI très précis. Votre slide, du coup, plus sur l'aspect benchmark. Ouais. Là, c'est plutôt une analyse de bonnes pratiques. On étudiait pour le coup un système de blogging pour un intranet dans le secteur du B2B et on cherchait des bonnes pratiques du coup, pour intéresser les différents professionnels médicaux à nos articles, sachant qu'il y avait un gros volume de contenu. Comme je vous le disais, il ne faut pas hésiter à ouvrir ses chakras et aller chercher nos bonnes pratiques très loin. Là, on avait pris un média spécialisé dans le contenu d'actualité et on était allé chercher les 2-3 fonctionnalités qui nous plaisaient sur leur type de dispositif. Ouais, ça c'est intéressant parce que le benchmark, au-delà d'ouvrir ses chakras et de se frotter entre guillemets à la concurrence, ça permet notamment de commencer à se noter des fonctionnalités intéressantes qu'il faudrait du coup mettre dans le futur cahier des charges du projet. Et enfin, alors ça c'est plutôt par rapport à toute la phase d'exploration, mais on résume tout ça, c'est un peu la to-do list sous forme de matrice SWOT, un traditionnel en marketing, et qui nous permet de résumer en gros quels vont être nos points forts et nos points faibles pour aborder cette refonte, et à l'inverse, quels vont être vis-à-vis du marché les opportunités qu'on va pouvoir saisir, et à l'inverse, quelles sont les menaces qu'il faut arriver à appréhender pour aborder notre refonte sereinement. Et tout ça, en fait, pour compléter, oui, c'est un résumé de l'ensemble des analyses qu'on aura faites. Juste pour vous montrer quelques exemples, le benchmark sur la partie concurrentielle, il pourrait être tout à fait... là, c'est la partie... Pardon, c'est les enquêtes. Alors, sur les enquêtes, elles vont être tout à fait... elles vont être présentées de deux façons. Il y aura une partie analyse qu'on verra la semaine prochaine. Il y a toujours une partie très quantitative qu'on vous restitue pour que vous puissiez voir, comme nous, les grandes tendances de votre site de façon factuelle. Et c'est l'exemple de graphique que vous voyez sur la gauche. Et puis après, sur la droite, c'est un exemple des fameuses heatmaps dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ici, sur une page d'accueil, on voit sur la gauche, alors c'est très petit, mais des petits points qui correspondent aux zones de clic des clients. Les couleurs correspondent au niveau d'intensité de ces zones de clic. Est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui cliquent à tel ou tel endroit ou très peu? Et sur la droite, on voit ce qu'on appelle la scroll map, qui est un indicateur de niveau de scroll dans la page effectué par vos clients. En gros, jusqu'à quel endroit vos clients descendent dans une page. Ici, sur l'exemple qu'on a sur la droite, on voit que les clients ne descendent pas plus bas que les éléments de réassurance en dessous du slider, donc de la grande image qu'on a sur la home. Ce qui nous a fait dire que finalement, tout le contenu qu'il y avait en bas de page, des sélections de produits, des sélections de marques, etc., n'était pas vu sur ce site. Et tout le programme fidélité était ignoré, mais parce qu'il n'était pas lu sur ce site. C'est clair. Et c'est le genre d'outil du coup qui force à être humble parce qu'on a tous des bonnes idées par rapport à des call to action, à des boutons, à des fonctionnalités. Mais le Saint Graal, ça reste quand même le comportement de l'utilisateur final, le client, du coup, qui va se connecter à votre site et quel est son comportement. Qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il clique, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Et au-delà des grandes idées de chacun, et du coup, c'est quand même hyper important d'analyser tout ça pour prioriser toutes les fonctionnalités. Et du coup, je me permets juste de compléter en disant que du coup, on va, avec un exemple que j'aime bien, sur un site, on avait vu dans Analytics qu'une page qui concernait toute une partie SAV
de l'offre de notre commerçant était trop peu visitée au prorata des autres pages du site. Du coup, ça nous a un peu interrogé. Sur la scroll map, on a commencé à voir que cette page, en fait, elle était qu'à un emplacement dans un menu assez caché. Et en fait, ce menu-là était très peu cliqué parce que c'était la partie plutôt corporate de la marque. Comme la marque est assez connue, ben, c'était très peu cliqué. Et quand on a interrogé les clients dans le questionnaire, ben, on a pu confirmer qu'ils ne voyaient vraiment pas cette offre-là parce qu'ils n'en avaient aucune idée. Ils n'avaient aucune idée que ce service existait. Et du coup, pour la refonte, ben, ça nous a fait remettre un peu au centre de la refonte la partie SAV du client, qui est quand même une grosse partie de cette activité. Voilà. Excellent. Donc voilà, en plus on a tenu le timing, c'est pas mal, hein, 21 minutes, Élise. Chouette. Donc là, écoutez, dans l'idée, hein, c'était de parcourir ensemble cette première étape de nos outils et méthodes de cette phase exploratoire. Je vais pouvoir réactiver du coup les micros et on a également le chat quoi, hein, qui est à notre dispo du coup avec ce superbe outil Zoom. Attendez, je vais arrêter le partage de mon écran, comme ça je pourrais voir le chat, sinon j'aurais du mal à le voir. Tac, voilà, parfait. Normalement, j'ai réactivé les micros là. Alors, si vous avez des questions ou autres, quoi, hein, on est à votre dispo. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaite. Ouais, bonjour Florian, c'est Bonjour. Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire si combien de temps par ton expérience, une refonte de site e-commerce, ça prend combien de temps? Alors, une refonte de site e-commerce, écoute, ça peut être quand même hyper variable en fonction des technos aussi qu'on va utiliser. Ça, on le verra dans un futur webinaire, mais raisonnablement, une refonte en moins de 3 mois, ça n'existe pas, quoi. Sinon, une refonte en moyenne, si on prend le temps de passer toutes les étapes, c'est entre 6 et 9 mois. C'est ça Ah qu'on ouais. constate en moyenne, quoi. Cette phase d'exploration, là, du coup, pour vous donner un petit ordre d'idée, ça dure entre 1 et 2 mois. Pourquoi c'est variable? Étant donné qu'on sollicite la base client par mailing, en fonction des business, en fonction des saisonnalités, on peut être amené à relancer du coup les gens, etc. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une petite variable, mais c'est entre 1 et 2 mois, quoi, cette phase. Après, juste pour compléter du coup cette phase-là, il y a toute une phase aussi. Là, on a parlé de l'exploration, donc de la récolte des données. Il y a toute une phase d'analyse qui va un petit peu plus loin, qui permet d'aller jusqu'au persona et aussi d'impliquer donc, le client, donc vous, de vous impliquer dans cette refonte et qui sera expliqué la semaine prochaine et qui rentre dans ce scope justement des 2 mois. Tout à fait. Donc, Il ne faudra pas oublier de s'inscrire la semaine prochaine. donc ouais, dans les 2 mois, il y a encore 2 autres outils qu'on a bien utilisés qui nous permettent vraiment d'engager tout le monde dans la refonte. Parfait. D'autres questions, non? J'avais une petite question. Quelle est la place de la donnée client du coup dans la refonte d'un site e-commerce? Comment on peut exploiter au mieux ces différentes données clients afin d'avoir une refonte la plus précise possible? Le truc qui est intéressant, c'est que dans les projets de refonte, notamment parce que création, c'est plus compliqué, mais dans les projets de refonte, on avait l'habitude, et plein de gens ont l'habitude de dire que c'est un travail d'une double expertise, le travail de l'agence et le travail évidemment du client, le vendeur. Cette double expertise du coup peut mener à une super refonte, un super projet. Et l'idée de ces données clients, c'est un petit peu comme la chaise vide d'Amazon dans toutes les réunions, c'est de se dire au bout d'un moment, tout le monde a de bons arguments, mais qu'est-ce que souhaite réellement le client final? Et en fait, c'est généralement l'argument qui va trancher, c'est l'argument qui va permettre de prioriser par la valeur les différentes fonctionnalités ou les différents blocs qu'on souhaite mettre en place pour la refonte, pour justement prioriser les développements, prioriser les investissements, prioriser les axes marketing. Donc cette data client, elle est là pour trancher, elle est là pour rationaliser
l'importance de tous les éléments. Et puis, elle est là aussi pour animer les futures réunions de co-conception. D'accord, merci. J'ajoute juste une précision pour que tu comprennes bien la mécanique. Donc, la partie exploration, elle consiste vraiment à aller récolter un maximum de données et ce qu'on appelle des insights, donc d'indicateurs, à la fois par rapport à la performance du site, mais aussi par rapport à ce que veulent les clients, on l'a vu. Et pour donner un exemple concret, on avait un client qui est arrivé vers nous avec un projet de refonte du site e-commerce, un budget pas forcément très gros pour faire cette refonte et qui voulait un configurateur. Et du coup, on a commencé à faire l'étude de l'ensemble du site, à auditer. Et il y avait déjà des petits points sur le CA, sur le parcours client, etc. Et en fait, en auditant la clientèle, donc en envoyant un questionnaire, on s'est rendu compte que les clients, parce que c'était un marché très spécifique, sur des produits coûteux, sur mesure, etc., n'étaient pas forcément prêts à acheter leurs produits en ligne. Et ce qui fait que ça nous a fait totalement revoir à la baisse l'outil de configurateur. Et à l'inverse, on a renforcé toute la partie SAV qui pouvait aider les clients à avoir plus de maturité par rapport à notre produit, à être rassurés par rapport à notre produit et à notre offre. Donc en fait, le choix client, il permet de vraiment proposer des solutions qui soient orientées sur le futur business à venir, en fait. Ok, d'accord. Et est-ce que, alors ça, je suppose que ça sera vu peut-être dans un second webinar, mais la place aussi, comme on a vu des places chaudes ou places froides lors d'un scan page, la réflexion peut-être UX du site, de la page, la réflexion, du moins la mise en forme, a-t-elle, elle, son importance? Enfin, je pense même que oui, mais comment, et du moins à travers quel outil, quantifier les zones chaudes et les zones froides d'un site? C'est justement le travail de cette partie de carte de chaleur. C'est l'outil en fait de génération de carte de chaleur qui va quantifier toute cette partie-là. C'est-à-dire que tu vas poser un tracking sur toute une période. Il faut quand même avoir un certain volume de visites pour pouvoir avoir une impression correcte du comportement des utilisateurs sur le site. Et c'est l'outil qui va te permettre d'avoir ces données-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, oui. Après, c'était pour avoir aussi un nom par rapport à un outil peut-être utilisé, un outil On peut facile utiliser d'accès. Hotjar, Crazy Egg. Hotjar et Crazy Egg, c'est les deux que nous, par exemple, on utilise, quoi. Ok, merci. Bon, excellent. Et en plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Zoom a fait péter sa limite des 40 minutes. Donc là, si vous voulez, on peut passer la journée connecté. On ne sera même pas coupé. C'était le cadeau du matin de Zoom en plus. Plutôt cool. Bon, Nicolas, ce confinement, tu le vis bien? Très bien, très bien. Ça va, tranquillement. Bon, écoute, parfait. Parfait. Bon, écoutez, s'il n'y a pas spécialement d'autres questions, quoi, dans l'idée, vous avez vu qu'on a tous ces webinaires-là avec un par semaine. Donc, ça va nous permettre aussi, mine de rien, au fur et à mesure de se poser peut-être de nouvelles questions ou autre chose. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire du coup pour les futurs webinaires. Et puis, on est tous connectés déjà par 3-4 réseaux sociaux ou autres, quoi. Donc, à votre dispo pour échanger ensemble sur les différentes questions. Merci et puis bravo. Merci.